Un sommet sur la transition démocratique au Soudan organisé par Emmanuel Macron et puis des rencontres à l'Institut du monde arabe. Bonjour Hind Medeb. Bonjour. Vous êtes cinéaste, on va dire documentariste. Vous avez réalisé un film qui va bientôt sortir, qui s'appelle Paris-Stalingrad. Et ce film vous a... C'est ce film qui m'a amené au Soudan. En fait, j'ai rencontré le Soudan à Paris. J'ai rencontré à Paris un jeune poète qui s'appelle Souleymane, qui était un rescapé du génocide au Darfour. Et j'ai suivi tout son parcours à partir du moment où il arrive à Paris jusqu'au moment où il va commencer à travailler, où il va réussir à avoir ses papiers, obtenir l'asile en France. Oui. Et quand la révolution a commencé au Soudan en 2019, j'étais avec Souleymane et on a suivi à distance tout ce qui se passait. Et il y avait une grande frustration, pas seulement pour Souleymane, mais aussi d'autres réfugiés politiques soudanais que j'ai rencontrés en faisant ce film, qui était qu'ils ne pouvaient pas encore retourner. On ne savait pas quelle allait être l'issue de cette révolution. On ne savait pas si l'armée allait accepter de quitter le pouvoir. Et donc, je suis partie au Soudan pour ramener à Souleymane et à mes amis soudanais à Paris des images de cette révolution. Et c'est un film qui est en cours, que je suis en train de faire. Je retourne régulièrement au Soudan pour le faire. Oui, parce que je disais à l'instant, donc, ce sommet à Paris, à l'initiative du président français Emmanuel Macron pour la transition démocratique, ça veut dire que le peuple a renversé un pouvoir qui était en place depuis 30 ans. Et en quelque sorte, ça fait penser aux révolutions arabes, dont vous, tunisienne, vous avez vécu dans votre chair quelque part les événements. Oui, effectivement. En fait, il faut quand même rappeler que le Soudan, pour le Soudan, c'est la 3e révolution. C'est-à-dire que les Soudanais ont été les premiers dans le monde arabe à faire des révolutions qui ont même eu des périodes démocratiques entre 64 et 69, entre 85 et 89. Il y a eu des régimes parlementaires, des élections libres au Soudan. Et les Soudanais en sont à leur 3e révolution. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette transition, elle n'a pas encore vraiment eu lieu. Parce qu'il y a toujours une tension entre l'armée et la société civile. C'est un gouvernement de transition où le pouvoir est partagé entre les militaires et la société civile. Des élections devraient être organisées en 2022. Et on est encore dans une situation qui est très tendue. Effectivement, il y a ce sommet organisé par Emmanuel Macron. Mais ce qu'il faut rappeler, et qu'on n'a pas du tout dit dans les médias, c'est que la semaine dernière, les Soudanais se sont réunis pour commémorer les morts de cette révolution. Le 3 juin 2019, il y a eu un massacre à Khartoum, après 2 mois d'occupation devant le ministère des Armées, où les gens demandaient justement cette transition et la fin du pouvoir militaire. Les militaires ont attaqué le sitting, qui était un sitting pacifique, et en quelques heures, ils ont tué entre 150 et 200 personnes, violé, jeté les corps dans le Nil. C'était d'une violence inouïe. Et ça s'est passé le 29e jour du Ramadan, c'est-à-dire la veille de la fête. Et ça a été extrêmement vécu de manière très violente par les gens. Et la semaine dernière, au 29e jour du Ramadan, à Khartoum, les mères des jeunes qui ont été assassinés il y a 2 ans, et leurs familles se sont réunies, et il y a eu beaucoup de monde qui est venu, et de nouveau l'armée a tiré sur la foule, et il y a eu des morts. Oui. Donc la situation, elle est encore très fragile, et moi, j'aimerais effectivement que l'Europe, que la France soutiennent réellement cette transition démocratique pour qu'elle ait lieu. Et il ne faut pas laisser les militaires prendre le dessus, à mon avis. Et pour le moment, ils sont toujours là, les militaires. Oui. Ceux qui ont commis des crimes de guerre au Darfour, ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, le général Burhan, ils sont toujours là, ils sont toujours au pouvoir. Oui, mais il y a cette jeunesse. Et d'ailleurs, on a vu à l'Institut du monde arabe, cette grande fête avec des intellectuels, des écrivains, des cinéastes, dont vous. Et finalement, pour dire quoi? Au fond, c'est cette jeunesse-là qui peut porter dans ses mains l'avenir du Soudan demain? On l'espère vraiment. D'abord, c'est cette jeunesse-là qui a réalisé l'impossible. L'impossible parce que cette révolution, personne ne s'y attendait. C'était un pouvoir militaire qui, effectivement, est toujours là. La tête est tombée. C'est un peu comme en Égypte. Quand Moubarak est tombé, cela ne voulait pas dire que l'armée égyptienne n'était pas toujours là à œuvrer dans l'ombre. Et effectivement, Sisi en est l'héritier. Et là, les Soudanais ont bien conscience du scénario à l'égyptienne. Ils ont bien conscience aussi d'un scénario à la syrienne. Ils regardent ce qu'il se passe autour d'eux. Et ils ont réalisé l'impossible parce que cette révolution, elle était complètement pacifique. Donc simplement des gens qui avaient le courage de descendre dans la rue et qui acceptaient l'idée qu'ils pouvaient mourir en descendant dans la rue, puisque l'armée tire à balles réelles sur les manifestants, et qui a cru à ce rêve d'un Soudan nouveau. Et tout passe beaucoup par la poésie, par l'écriture, par les chants. Oui. La musique. Par la musique. Effectivement, parmi les plus grands dissidents soudanais, ce sont des poètes comme Azhari, et la jeunesse, la nouvelle génération, parce que Azhari, c'est la génération précédente, elle est l'héritière de toutes ces générations qui se sont battues pour la démocratie et pour un changement au Soudan. Et elle connaît par cœur les poèmes de Azhari, et elle écrit aussi les poèmes d'aujourd'hui. Oui. Et c'est vrai que
ça paraît impossible de faire tomber ce pouvoir militaire. Et pourtant les choses ont avancé. Aujourd'hui, on est un peu dans une zone grise au Soudan. On est dans une période où il y a de la liberté d'expression, où les jeunes, où de nouveau, il peut y avoir de la mixité, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était aussi une dictature religieuse, avec une application très stricte de la charia, avec l'influence de l'Arabie saoudite. Et ça, c'est aussi quelque chose que les jeunes Soudanais rejettent. Ils rejettent l'islam politique, et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir vivre ensemble, parce que c'est un pays d'une immense diversité. Il y a à peu près 500 ethnies différentes au Soudan. On parle 117 langues autres que l'arabe. Et l'une des choses terribles de cette dictature, c'est qu'elle voulait imposer une seule langue, l'arabe, et une seule religion, l'islam. Et ça, c'est ce que cette jeunesse rejette de toutes ses forces. Un des grands slogans de cette révolution, c'est « Je suis le Darfour ». Nous sommes Darfouris, nous sommes tous Darfouris. Et aussi, nous voulons un Soudan libre, avec la liberté de conscience, sans tribalisme. Voilà, donc ces messages-là sont assez extraordinaires et la bataille n'est pas gagnée. Oui, oui. Et vous, Ine Medeb, vous allez organiser à l'Institut du monde arabe une soirée, justement avec ces artistes, avec ces musiciens pour la jeunesse soudanaise, quelque part. Oui, l'Institut du monde arabe a été vraiment extraordinaire parce qu'ils ont tout de suite répondu présent quand on leur a proposé, avec le théâtre Le Trianon, d'organiser une soirée où on pourrait faire se rencontrer des musiciens soudanais en exil et des musiciens français internationaux. Oui. Donc on va avoir sur scène Abdel Malik, Camélia Jordana, Bachar Khalife, le 14 juin au Trianon. Et ils vont jouer avec Racha Cheikheldine, qui est une grande chanteuse soudanaise, qui va venir spécialement pour l'occasion. Et avec aussi le groupe de musique Alasawa, qui est un groupe de musique, Yalasawa, qui est un groupe de musique soudanais qui s'est constitué à Paris. Des musiciens en exil qui se sont rencontrés ici et qui ont monté ce groupe ensemble. Et aussi le grand flûtiste et compositeur soudanais, Gandhi Adam, qui a très longtemps vécu en France et qui maintenant vit à Londres. Et il va venir aussi pour jouer ce soir-là. Donc il va y avoir des featuring, des rencontres. L'idée, c'était vraiment que les gens vivent ce moment ensemble. Oui, oui, voilà. Ça, c'est l'anniversaire des révolutions arabes. Hein. Il était une fois les révolutions arabes publiées au Seuil. Et donc, vous avez fait partie, vous avez contribué à ce livre. Les femmes, un rôle important dans ces révolutions, dont vous-même, pour la Tunisie. Oui. Et derrière, au fond, de se dire 20 ans après, voilà, c'est maintenant. Quel bilan on tire? Quel bilan on tire, oui. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que très souvent sur les révolutions arabes, et c'est pour ça que c'était important qu'il y ait ce numéro d'Araborama qui sorte pour faire le point 20 ans après, c'est qu'on ne retient que les échecs, le retour des dictatures, les guerres civiles, des situations très tendues. Mais dans la réalité, ces révolutions, elles ont marqué les esprits, les imaginaires, de manière pérennes. Et encore aujourd'hui, elles inspirent les nouvelles générations. Et en fait, une révolution, il ne suffit pas qu'il y ait l'événement, c'est quelque chose qu'il faut regarder sur le temps long. Et ce qui était intéressant dans ce numéro spécial d'Araborama, c'est qu'on nous a proposé, avec Mayada Adil, qui est une activiste, artiste soudanaise, de partager notre expérience et de parler des femmes et du rôle des femmes dans la révolution au Soudan. Révolution qui a eu lieu très récemment, en 2019. Et de rappeler aussi que les Soudanais ont été les premiers à faire ces révolutions, qu'ils étaient en avance sur le reste du monde arabe. Et donc, effectivement, les femmes, là, elles étaient au premier plan. Et qu'est-ce qui a changé au Soudan? C'est que pour la première fois, on a une nouvelle génération qui rejette l'islam politique et qui voudrait justement sortir de cette vision, notamment sortir de la femme comme éternelle mineure, ce qui était le cas sous la dictature religieuse de Omar el-Bachir, où les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon, elles devaient être voilées, elles étaient toujours sous la tutelle, soit de leur père, de leur mari ou de leur frère. Et c'est quelque chose qu'elles sont en train de se battre aujourd'hui pour que dans la nouvelle constitution soudanaise, on ne soit pas sous le règne de la charia, et ils se battent pour un État séculier. L'un des plus grands slogans de la révolution soudanaise, c'est Madaniya, qui veut dire État civil, c'est-à-dire un État qui est à la fois libéré du pouvoir militaire et du pouvoir religieux. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau et qu'on n'a pas vu dans les révolutions précédentes. Et les femmes étaient effectivement dans les cortèges, elles étaient au premier rang au Soudan, parce qu'elles n'avaient rien à perdre, parce que leur situation en tant que femmes dans cette société et sous cette dictature était tellement dure que pour elles, c'était une question de vie ou de mort que cette révolution ait lieu. Et d'ailleurs, c'est une femme qui a incarné la révolution soudanaise à un moment. J'imagine que vous vous souvenez de cette image qui a tourné sur les réseaux sociaux de Ala Salah habillée tout en blanc sur le capot d'une voiture en train de chanter un poème, et elle est devenue ensuite le symbole de cette révolution soudanaise. Et qu'est-ce qu'elle chantait? Elle disait: vous nous avez tués au nom de la religion, vous nous avez brûlés au nom de la religion, mais la religion n'y est pour rien, la religion dit combattez les tyrans. Et c'est un poème qu'elle cite d'un grand poète soudanais. Oui.
On a l'impression, en vous entendant, Aïn Beled, que ce qui se joue au Soudan aujourd'hui, ça va bien au-delà du Soudan. Oui, bien sûr, c'est un combat universel. Nos démocraties à nous sont très fragiles. Et moi, quand je suis au Soudan, je suis inspirée par les modes de résistance, les modes de mobilisation de ces jeunes qui comprennent très bien qu'en fait, la révolution ne se joue pas au sommet de l'État. Il y a des comités de résistance dans les quartiers. Donc, en fait, c'est aussi un combat local, là où on est, pour essayer de faire changer les choses. Je vous donne juste un exemple. Quand il y a eu le sitting qui a duré 2 mois devant le ministère des Armées, qui était une espèce de cité utopique révolutionnaire, les jeunes ont créé une école pour les enfants des rues, parce qu'au Soudan, il y a des millions d'enfants qui sont des orphelins de guerre, et donc c'est une vraie question. Et cette école des enfants des rues, elle leur a permis de rencontrer ces jeunes qui habituellement n'ont aucun contact avec des étudiants, avec des professeurs. Ils ont aussi créé une clinique pour que les gens puissent être soignés s'il y avait des urgences, et il y avait une librairie partagée. Vous ne pouviez ni emprunter, ni acheter les livres. L'idée était que n'importe qui pouvait venir, faire don de livres, et ensuite vous veniez et vous vous installiez et vous lisiez. Et quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit où vous passiez devant cette librairie qui était au cœur du sitting, que ce soit à minuit, à 5 heures du matin, à 2 heures de l'après-midi, il y avait toujours des gens en train de lire, des livres dans toutes les langues. Et au début, ce sont 2 étudiants qui ont eu l'idée, ils sont arrivés avec une dizaine de livres, et à la fin du sitting, il y avait des milliers de livres dans cette librairie. Les militaires, le 3 juin 2019, ont brûlé la librairie, comme ils ont brûlé l'école des enfants des rues et tout ce qui avait été construit sur ce sitting, pour essayer d'effacer justement ce que cette jeunesse avait voulu construire, cette image de joie, de partage. Mais c'est resté gravé dans les esprits, et les mêmes jeunes que j'ai rencontrés sur le sitting, je les ai retrouvés plus tard dans leur quartier, et ils avaient décidé de créer le même principe d'une librairie partagée dans leur quartier. Et leur idée était ensuite que ça puisse être possible dans toutes les villes, même au fin fond du Soudan, dans les villages. Donc c'est un peu la bibliothèque municipale, mais faite avec les moyens du bord au Soudan. Merci beaucoup, Aïn Medeb. Le Soudan, voilà, pays qui nous touche quelque part à travers vous, votre regard, et tous ces femmes et ces hommes qui pensent à ce pays. Merci d'avoir été notre invité.